Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints ce midi pour ce talk sur les salaires et les emplois et le marché de la tech en 2024. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Si vous pouviez commencer par vous présenter rapidement dans le chat, nous dire d'où vous venez et un peu ce que c'est votre profil. Est-ce que vous êtes dans le milieu de la tech ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt dans la data, le web? Est-ce que c'est simplement un milieu qui vous intéresse ou est-ce que vous êtes déjà bien confirmé? N'hésitez pas à nous parler un petit peu de votre profil. En fonction, on pourra plus facilement adapter notre discours aussi pour vous donner un max de conseils adaptés à votre situation. Vous pouvez écrire tout ça dans l'onglet chat. Et puis après, si au fur et à mesure vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans l'onglet juste à côté, questions. Ça doit être en bas à droite de votre écran. Alors, on a un développeur senior à Toulouse. Ouais, à Toulouse. Salut Toulouse. Oh, data governance, intéressant. Alors, ça a l'air Data assez varié. AI, dev front, yes, trop cool. Data analyst. La data arrive en force. On va essayer de vous donner de la bonne data, y compris sur les salaires en data. Ah, des Alors, designers aussi. Salut ouais, il y a Camille vraiment à de Nantes, tout là. Hein. tech lead. Ah, bah dis donc, ouais, RH en projet de reconversion sur data analyst. Trop bien. Data eng. Ah, on a vraiment tous les métiers de la data qui sont représentés. De la reconversion aussi. Ok, trop cool. Beaucoup de personnes en data, c'est génial. Ouais, trop chouette. Il y a plein de profils. Continuez à vous présenter si vous le souhaitez dans le chat. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir les différents profils. Et puis, ça va vraiment nous aider pour la suite. Pour commencer, moi, je vais présenter rapidement le wagon et puis le sujet de Stalk à Bordeaux. Ah, moi aussi, je suis de Bordeaux. Et vous, Mathias et Mathieu, vous êtes à Paris, là? Yes, ouais, Ok, on est bon, TPC est basé à Paris. Après, on a des équipes un peu partout et la communauté, elle est à travers toute la France et même l'Europe. trop bien. On a vraiment toutes les villes qui sont représentées là. Trop chouette. Bon, alors pour vous présenter du coup rapidement, Le Wagon, c'est un des leaders mondiaux des formations immersives dans la tech depuis 2013. Et puis, on a 25 000 alumni déjà dans le monde. Je crois qu'on est même passé à 26 000. Et puis, on a 40 villes, même plus de 40 villes sur tous les continents. On propose des formations en data, en développement web et en no-code. Ces formations, elles peuvent être faites à temps plein ou à temps partiel en ligne ou sur nos campus et elles permettent soit de démarrer une nouvelle carrière, de se reconvertir, ou soit d'obtenir de nouvelles compétences techniques pour monter en compétences dans son travail. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a vraiment cette présence qui est mondiale sur tous les continents. Et on propose donc de la reconversion ou de la montée en compétences. Au niveau de nos formations longues, ce sont les bootcamps, donc c'est 9 semaines super intensives qui peuvent aussi être faites à temps partiel, donc en 7 mois, sur campus ou en ligne, et qui vous permettent de vous reconvertir et de vous former au métier du développement web, de la data science et de l'IA, de la data analytics et de la data engineering. Et comme je vous le disais, vous pouvez choisir vraiment le format qui convient le mieux à votre style de vie, donc soit le temps plein ou temps partiel, que ce soit en ligne ou sur l'un de nos campus selon là où vous vivez. Et on a aussi des formations plus courtes qui sont plutôt adaptées à des professionnels. Ça peut être professionnel du marketing qui a besoin d'en savoir plus sur de l'automatisation de données ou qui aimerait ajouter des compétences no-code. Ça peut être tout type de professionnel, mais voilà, c'est des formations qui sont courtes, qui se font le soir, le lundi et le jeudi soir, 100% en ligne, en parallèle de votre job et qui vous permettent de gagner en performance dans votre job actuel, justement, ou de découvrir un nouveau sujet de la tech. Alors, l'employabilité après nos formations, c'est un sujet qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, l'emploi et le marché de la tech. Mais en moyenne, nos alumni trouvent un job en 3 mois et on a 90% de taux d'emploi avec un salaire médian qui est à 46K, mais on va aussi revenir, je pense, sur ces données plus tard. Et ce sont des formations qui sont certifiantes et qui peuvent être donc financées par des financements personnels ou des financements publics. Et aujourd'hui, on a le plaisir du coup de recevoir Mathieu et Mathias, qui sont cofondateurs et CTO de The Product Crew. Je vous laisse vous présenter.
T'es en mute. Yes, eh ben, ravi de vous héberger tout le monde. On est très content de donner ce talk. Moi, je suis CTO chez The Product Crew, donc je m'occupe de la partie tech et produit de notre plateforme. Et je m'intéresse pas mal depuis quelques années à tout ce qui est recrutement dans la tech. Donc, on va essayer de vous donner quelques insights sur le sujet dès tout à l'heure. Top. Et moi, je suis Mathias, un des cofondateurs aussi, et du coup, très centré sur l'élargissement de notre communauté et le fait de vraiment partager un maximum de valeur à tout l'écosystème et sur nos métiers, donc tout ce qui va être tech, data, design et product. Et je vois qu'il y a des gens de ces quatre piliers de métier, familles de métiers dans le public, donc ça fait super plaisir. Trop bien, merci pour la présentation. Bon, et du coup, voilà, aujourd'hui, on reçoit The Product Crew pour parler un petit peu du marché de la tech en 2024, des salaires, des emplois, et on va vous donner pas mal de conseils, que vous soyez simplement curieux, que vous soyez en reconversion ou que vous soyez déjà dans le secteur. Carrément. Et du coup, on va lancer ça. L'idée, c'est de garder aussi du temps pour vos questions à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez pendant la présentation, à les envoyer dans le chat. J'essaierai de lire avec Mathieu et de répondre en direct, ou sinon, on en parlera à la fin. Donc, vous êtes sur vraiment différents niveaux de seniorité, différents métiers. On va essayer de vous donner des tips, des conseils, des infos qui servent toutes ces problématiques, tous ces enjeux dans vos métiers respectifs. Et donc, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui, c'est assez rapidement de vous donner déjà les infos clés pour comprendre les dynamiques sur le marché de l'emploi tech en ce moment. On vient de lancer une grosse étude, donc on a de la data assez fine là-dessus. Et en plus de ça, on a une communauté de 10 000 personnes. Donc voilà, on échange en continu avec les acteurs du marché. On a une bonne vision de ce qui se passe en ce moment. Donc on va pouvoir vous la partager avec Mathieu. Ensuite, c'est vous donner des conseils pour vous positionner, notamment côté CV, côté profil LinkedIn, vous dire ce que les recruteurs recherchent, quelles compétences, les profils, qu'est-ce qui est particulièrement hot en ce moment, et vous donner des recos pour réussir vos process. D'abord, passer des screenings grâce à vos CV, profil LinkedIn, et ensuite réussir vos process, tests techniques, ce genre de choses. Et en cours de route, on va vous filer plein de ressources. Donc voilà, gardez vos téléphones pas loin parce que c'est des QR codes. Ryana, qui est dans le public avec nous, va essayer de vous envoyer les liens en même temps, mais vous allez pouvoir flasher les QR codes, ça va vous envoyer vers des ressources. Donc l'idée, c'est de vous donner un maximum de conseils sur un maximum de thèmes liés à vos enjeux de recrutement, de vos recherches de tâches et le marché de l'emploi. Et si vous avez envie de zoomer sur certains sujets parce que c'est une problématique prégnante pour vous, on vous donnera la ressource pour taffer le sujet et avoir vraiment des éléments intéressants là-dessus, plus en détail après le live. Du coup, je vous dis quand même qui on est, The Product Crew, si jamais vous ne le connaissez pas. C'est déjà une grosse communauté. The Product Crew, c'est une des plus grandes communautés tech product en France. Donc, ça rassemble des personnes dans les différents métiers que j'ai cités, les 4, en data, product, design et engineering. On est 10 000 dans la communauté. C'est une communauté sélective. C'est gratuit de rentrer, mais par contre, on est sélectif à l'entrée. Il faut être un peu expérimenté. Et qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? C'est principalement de l'échange entre les membres. Par exemple, voilà, si vous venez au dernier apéro entre membres, il y avait la possibilité d'échanger avec des pairs. Vous aviez des designers de l'équipe Conto, le VP Engineering de Alan, le CTO de Datadome, plein de personnes avec qui vous pouviez échanger comme ça en direct, des pairs et juste connecter en fait avec les autres membres de l'écosystème. On organise des lives comme celui-ci. On envoie plein de ressources. On donne accès à une plateforme où il y a vraiment tout savoir de la communauté qui est partagé. Donc voilà, c'est beaucoup de richesses qu'on offre comme ça à nos membres. Si jamais ça vous intéresse de postuler pour devenir membre, aucun souci. Il suffit de flasher le QR code et de nous laisser 2-3 infos et on reviendra vers vous. The Product Crew, j'ai oublié de mentionner un truc important, c'est qu'au-delà de créer de la communauté, on aide nos membres à trouver des boulots et on travaille pour ça avec 800 entreprises
qui nous remontent leurs besoins. C'est principalement des entreprises tech, ça peut être des scale-up, des startups type seed, série A qui sont en amorçage, ça peut être des grands groupes. On travaille avec des entreprises comme Chanel, avec le PSG, voilà, des boîtes qui se digitalisent ou qui ont des gros besoins tech. Donc voilà, ça va de la startup tech au PME, au grand groupe. Et donc, on peut aider aussi nos membres à trouver du taf. Ensuite, peut-être que vous posez la question d'où viennent nos infos, pourquoi est-ce que The Product Crew a la légitimité pour vous donner des infos sur le marché. Déjà, je disais, on est une communauté, donc c'est vrai qu'on échange toute la team continuellement avec et les entreprises qui nous partagent leurs besoins et les talents les plus doués de l'écosystème. Donc, on voit bien les problématiques, on voit bien ce qui se passe au niveau qualitatif en termes d'information. Et en plus de ça, tous les ans, on fait cette grosse étude sur le marché. Et cette année, on a eu 3200 répondants, un tout petit peu plus, issus de nos 4 métiers. Et on a pu vraiment voir, grâce à cette étude, ce qui se passait actuellement sur le marché pour les acteurs de l'écosystème. Et c'est ça qu'on va un peu décrypter aujourd'hui en vous donnant nos éléments d'analyse, en plus de ce document qui fait une 50aine de pages et qui vous donne vraiment énormément d'informations sur les salaires par métier, les tendances de l'écosystème. Donc, je vous invite à la télécharger. Vous avez le QR code. Si vous voulez y accéder, vous avez peut-être déjà eu accès parce qu'on l'a pas mal partagé. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse encore 2 secondes pour flasher. Je crois que Ryana va vous envoyer dans le chat le lien si vous n'avez pas de téléphone. Jetez-y un œil pendant qu'on parle, et puis si vous avez des questions dessus, si on peut y répondre à la fin. Et donc, vous allez me dire peut-être, mais comment ça le marché a changé, de quoi il parle, et surtout si vous arrivez dans l'univers de la tech maintenant, peut-être que vous n'avez pas forcément l'historique. Alors, je vais simplifier au maximum, mais il y a eu 2 phases sur le marché de la tech ces dernières années. Il y a eu la phase avant 2022, où concrètement, il y avait une pénurie sur tous les métiers, quasiment. En tout cas, sur les nôtres, dont on parle actuellement, donc le product, le dev, le design et la data. Vraiment, c'était pénurique, donc il n'y avait même pas besoin de postuler, en fait. Soit on se formait, on trouvait direct un job, soit on se faisait démarcher parce qu'on était déjà dans le métier. Donc, voilà, les entreprises nous trouvaient. C'était pas nécessaire de mettre à jour son CV, c'était pas nécessaire de savoir se vendre. Voilà, un peu le taf tombé du ciel, quoi. Pour grossir un peu le trait, mais globalement, c'était ça. Et puis ensuite, il y a eu l'éclatement un peu de la bulle financière avec les startups qui ont d'un coup moins levé d'argent. Je vous fais pas l'histoire en détail, vous êtes probablement au courant. Mais aujourd'hui, sur l'année 2023, il y a eu vraiment un très fort ralentissement des levées, notamment sur les scale-up. Et donc, toutes les entreprises un peu sexy de la French Tech, qui recrutaient énormément et avec des salaires très confortables, se sont mis à ralentir la cadence, voire même à faire des layoffs. Et donc, vous avez sur le petit graphe à droite un peu une idée de ce qui s'est passé avec un pic, vous le voyez, au Q1, au premier trimestre 2023. Et puis, depuis, ça a commencé un peu à se relever. Et donc, je vais vous dire un petit peu plus où on en est là et quelles sont les prospections pour les prochains mois. Mais la phase 2, du coup, c'est post-2022. Moins d'offres, notamment junior et sur les profils management, donc head of, C-level. On va voir aussi qu'il y avait un peu quand même, il est resté une forte pénurie sur les profils confirmés seniors. Mais globalement, si vous êtes junior ou si vous êtes en profil top management, aujourd'hui, il y a moins d'offres sur le marché. Donc, ça veut dire plus de compétition. Et donc, ça veut dire apprendre à se vendre. Il faut du coup bien connaître le marché, il faut bien vendre son profil. Et c'est ça aussi dont on va parler aujourd'hui et vous donner un peu les tips issus de nos échanges avec des centaines, voire des milliers de candidats et d'entreprises pour vous donner un peu les clés. Donc, peut-être que vous posez la question, est-ce que le marché va repartir? Et si oui, quand? Nous, avec cette étude, on voit déjà les signaux d'une reprise. Avec notamment les intentions dans les entreprises. Donc, il y a 3200 personnes qui ont répondu à l'enquête qui nous ont dit, eux, dans leur boîte, quelles sont les intentions pour les 12 prochains mois. Et on voit qu'il y a quand même la moitié qui se projettent sur des agrandissements de leurs équipes, sur les métiers dont on se parle. Donc c'est assez cool. On n'a pas énormément qui sont sur des projections de forte croissance, comme c'était le cas jusqu'à 2022, où tout le monde… Mais en revanche,
ça recrute avec un peu de prudence, mais ça compte recruter. Il y a vraiment une petite partie seulement des boîtes qui a encore l'intention soit de friser, soit de carrément de continuer à lay off. Donc voilà, les intentions des entreprises, elles sont positives. Donc on repart doucement. Ça va pas être une vraie explosion, mais plutôt quelque chose de progressif. On voit aussi que les entreprises actuellement, là, elles donnent la priorité à des profils opérationnels. Donc elles cherchent en fait des profils qui ont de l'impact directement. On va voir que c'est un enjeu en tant que candidat de se positionner comme tel. Et puis côté financement, les scale-up sont encore assez sinistrés. En revanche, sur l'univers seed, série A, donc les petites startups qui se créent, là, il y a beaucoup de dynamisme. Donc, c'est aussi un endroit où vous pouvez aller chercher des opportunités. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui pop. Je vais essayer de les regarder et de vous répondre en texte quand ce sera Mathieu qui prendra la parole. Mais il y en a beaucoup qui se posent la question du télétravail, principalement, notamment chez les devs, parce que c'est chez les devs qu'il y a beaucoup plus de tolérance vis-à-vis du TT. On l'a vu d'ailleurs dans l'étude. Il y a un dev sur 4 qui est en télétravail aujourd'hui, en full TT, full remote vraiment, alors que chez les products, c'est 1 sur 10. Donc vraiment radicalement opposé en termes de culture de télétravail par métier. C'est lié aussi aux typologies des métiers, mais voilà. Aujourd'hui, chez les devs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de télétravail. Vous posez peut-être la question en tant que junior, est-ce que c'est possible de choper un job en télétravail? Honnêtement, autant sur des profils confirmés seniors, c'est assez ça se trouve, on va dire, c'est plus compétitif et c'est difficile, mais ça se trouve. Autant si vous êtes junior ou pour des profils de manager C-level, évidemment, où il y a vraiment besoin d'une présence humaine et d'un accompagnement, là, il y a quand même très peu d'opportunités en télétravail. C'est important de noter aussi que globalement, les gens sont satisfaits de leur rythme de télétravail, enfin de leur rythme de télétravail ou non télétravail, mais globalement, il y en a beaucoup quand même qui ont au moins 2-3 jours de TT. Vous pouvez le voir sur le graphe. Donc, on va dire que ça compense. Enfin, c'est sur LinkedIn, si on regarde, ou les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est mécontent de son rythme de télétravail, etc. Mais au final, quand on demande aux gens personnellement, bah, ils sont plutôt satisfaits. En particulier ceux qui sont en full remote, 95%, alors que globalement, tous les autres, c'est 67%, mais voilà, c'est-à-dire quand même 8 personnes sur 10 qui sont contentes. On va passer à la deuxième phase de la présentation, qui est, OK, donc voilà, vous avez compris un peu les dynamiques du marché, vous avez pu accéder à l'enquête et vous allez pouvoir un peu diguer tout ça. Côté, du coup, vraiment dans la machine des process, comment trouver un job en 2024, vous vous demandez peut-être aujourd'hui, du coup, OK, c'est fine, c'est plus compétitif, c'est moins facile de choper un job, mais du coup, quels sont les raccourcis, les hacks ou les choses qu'il faut faire pour arriver à aller chercher des super offres. Je vous ai mis là le schéma de l'expérience candidat chez Alan pour vous illustrer un petit peu que aujourd'hui, effectivement, les process sont complexes, ils sont longs et il y a plusieurs étapes. Donc, il faut bien comprendre qu'à chaque étape, vous allez avoir un enjeu différent pour passer au niveau supérieur. Il faut le voir peut-être comme un jeu pour pour pas trop stresser, mais ça commence d'abord par envoyer votre candidature et du coup passer sur la partie screening. Donc là, c'est plutôt les RH dans les entreprises qui vont screener votre profil. Et vous allez voir après que, en fait, ce qui sert à faire passer l'étape suivante, c'est votre CV et votre profil LinkedIn, avec éventuellement la lettre de motivation. Plus forcément le petit Word A4 comme avant, mais par exemple un bout de texte que vous allez pouvoir caler dans votre candidature, c'est une forme de lettre de motivation. Donc ces 3 éléments, c'est ça qui va vous permettre ou non de passer à l'étape supérieure. Ensuite, alors chez Alan, ils ont des questions écrites. Et un test technique. En l'occurrence, je crois que chez les devs, c'est 2 tests techniques, il me semble. Donc, c'est une nouvelle étape où là, vous n'avez plus les mêmes enjeux qu'avant. L'enjeu, c'est effectivement de montrer que vous allez pouvoir, vous avez les compétences techniques, les hard skills pour passer, pour réussir ce job. Et enfin, vous avez toute la partie culture fit, behavior. Par exemple, chez Alan, ils vous font carrément venir au bureau pour échanger avec l'équipe, etc. Et donc, c'est encore un autre enjeu de passer le culture fit. Donc, lorsque vous allez passer des entretiens cette année, si vous en avez, il faut bien comprendre que c'est des étapes et que vous devez les prendre une par une et bien comprendre les enjeux de cette étape-là pour passer la suivante. Et donc, on va
on va aller dans le détail justement et prendre les choses au démarrage. Au démarrage, vous allez envoyer votre CV et on va pas refaire toute l'histoire du CV, mais il y a quand même 3 erreurs un peu fatales en ce moment qu'on voit quasiment sur tous les CV. Donc je vous les partage et essayez de pas de pas tomber dans le panneau. Et je vais laisser aussi après Mathieu vous dire un peu ses conseils à lui. Mais aujourd'hui, on voit pas beaucoup de chiffres d'impact dans les CV, en particulier chez les profils tech, parce que en fait, on n'avait pas forcément toujours la culture de mesurer l'impact de ces projets. Or aujourd'hui, c'est vraiment devenu indispensable pour vraiment que les recruteurs se projettent et qu'ils imaginent l'impact que vous allez pouvoir avoir dans leur entreprise. Alors, évidemment, si vous êtes junior, il faut mettre en avant l'impact de vos projets perso, de vos contributions open source, de quelque chose. Ça aide vraiment. Je sais que c'est dur, mais essayez. Parce que le message que vous envoyez, si vous mettez pas de chiffre d'impact sur ce que vous avez produit, c'est que vous savez pas quelle valeur vous avez apporté en fait dans vos expériences précédentes. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui dans un contexte où les boîtes, ce qu'elles veulent, c'est se rassurer sur l'impact que vous allez avoir en arrivant. Ensuite, le fait de lister juste ces missions, un peu comme sur une job desk, ça, en fait, ce que ça dit, c'est je me vois comme un exécutant et j'ai listé les choses qu'on m'a demandé de faire et que j'ai exécutées. Essayez vraiment de pousser sur l'aspect contexte, impact justement, et en gros d'emphaser sur ce que vous avez vraiment réussi à apporter dans la mission. Quitte à cutter les bullet points et à dire en 2 phrases, concrètement, moi, ma principale contribution sur ce rôle, ça a été de faire passer la performance sur ce truc-là de X à X en shippant tel features ou en apportant tel type de projet. Et enfin, il y a l'effet boîte de sardines sur les CV. Le CV trop chargé, il n'est pas lu. Sincèrement, sachez-le. Un recruteur, ça a été calculé, il passe 40 secondes sur un CV. Ça veut dire qu'en 40 secondes, un humain, il peut lire 200 mots en moyenne. Donc, en fait, il faut vous demander, si jamais un recruteur lit votre CV, quels sont les 200 mots qu'il faut absolument qu'il sache sur vous pour se dire, OK, c'est génial, je veux rencontrer cette personne. Faites l'exercice. Je sais que c'est pas un exercice classique, mais si vous deviez complètement repartir à zéro, sélectionnez en 200 mots les informations que vous voudriez absolument que le recruteur voit et calez-les en gras sur votre CV et n'hésitez pas à enlever tout le reste, à élaguer au max pour être sûr que ces 200 mots seront lus. C'est une méthode un peu radicale, mais moi je la conseille vraiment parce que ça vous permet de véhiculer et d'être sûr que vous allez véhiculer le bon message. Excusez-moi, je reviens en arrière et je crois que Mathieu, tu as aussi des conseils un peu plus spécifiques à donner. Ouais, il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir. Déjà, pour le CV, le simple fait d'avoir un CV sous la main. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que LinkedIn, ça suffit, qu'il n'y a pas vraiment besoin de CV. Et il y a encore beaucoup de cas où on vous demandera de fournir un CV, ne serait-ce que pour garder une trace dans l'ATS, donc dans l'outil qui sert aux recruteurs à traquer les candidats. Donc, ayez quand même un CV sous la main disponible à fournir et qui soit à jour, évidemment. Le deuxième point, c'est pour mettre en valeur votre candidature, vous avez besoin aujourd'hui non seulement d'exposer les langages, les frameworks, les outils, voire les secteurs d'activité des fois, pour notamment le bancaire, l'assurance, etc. Mais vous devez aussi essayer de mettre en perspective vos skills dans le cadre de l'entreprise. Et ça passe par le fait de souligner l'impact que vous avez pu avoir en tant que dev sur le business de l'entreprise. Les détails techniques vont moins intéresser les recruteurs que l'impact qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu donner à votre job. On a aussi des profils. Ce que recherchent les entreprises aujourd'hui, c'est des profils qui sont impliqués dans le pourquoi des choses, pas seulement dans le comment. Donc, il faut être capable de challenger, de contribuer aux décisions produits avec un éclairage technique. Par exemple, si on peut trouver des raccourcis qui permettent d'adresser une certaine problématique pour avoir un meilleur retour sur investissement du temps de dev, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose que recherche le recruteur. Ça peut être parfois obtenir un résultat un tout petit peu plus faible, mais à tellement moindre coût que c'est rentable, ou ça peut être juste apporter un éclairage différent, se poser des bonnes questions, avec un regard que vous, en tant que technicien, avez et que d'autres n'ont pas quand ils pensent pure product. Et enfin, les soft skills seront aussi regardés de très près dès le début du profil. Donc, comme le disait Mathias sur le CV, savoir condenser et mettre en valeur les points clés de votre profil, c'est déjà important et c'est déjà contribuer à faire une bonne impression au hiring manager ou au recruteur. Donc, pour ça, un CV, ça ne doit pas dépasser une page, ça doit avoir les bons mots-clés importants en gras et être bien structuré pour pouvoir être un petit peu parsé en un clin d'œil et repérer comme les 200 mots en question le plus vite possible pour faciliter le travail et faire partie de la bonne pile dans le tri des CV. Et je vois qu'il y a plusieurs questions, on va essayer d'y répondre rapidement.
quid des IA qui screenent les CV? Comment passer le cap des IA? Eh ben, clairement, là, il y a un petit exercice ici que je vous recommande toujours. C'est vous prenez la job desk. Limite, vous la faites passer dans le chat GPT, vous demandez à chat GPT quelles sont les 3 ou 4 missions principales à retenir de cette job desk. Et du coup, vous allez tailor votre CV par rapport à la job desk en question à laquelle vous postulez. Et ensuite, tu lui demandes de compter les mots-clés qui reviennent le plus et tu t'assures qu'ils sont dans ton CV. Ça garantit de passer les IA. Chiffre d'impact, si on a déjà travaillé, mais en tant que junior et qu'on n'a pas vraiment eu d'impact chiffrable, comment faire? En fait, il faut trouver une manière d'estimer. Alors, si c'est pas chiffrable, mais il y a forcément eu un impact. Et du coup, il faut trouver une manière de l'exprimer. Je sais que c'est difficile, c'est un vrai jeu, mais voilà. Sur quel KPI, sur quelle métrique est-ce que tu as travaillé? Tu n'as peut-être pas mesuré, tu peux peut-être me donner une estimation. Les gens ne vont pas aller vérifier que c'est exactement le bon chiffre. Donc voilà, parfois il faut un peu arrondir les angles, on va dire, mais vraiment ça aide. Euh, donc voilà. Et je voyais aussi, après 3 ans d'alternance en data analyst, nous pouvons nous vendre en tant que junior ou est-ce qu'on reste junior? C'est vrai que 3 ans d'alternance, c'est beaucoup, mais effectivement, une alternance, ça reste, tu restes junior, donc t'as pas 1 ou 2 années confirmées sur un rôle. Mais c'est vrai que ça se valorise pas mal. À ta place, peut-être que je mettrai pas très fort en avant le fait que c'est une alternance, et puis tu me présenteras pour passer le screening, tu vois, et puis ensuite tu pourras le présenter comme une alternance effectivement au premier entretien. Pas mentir, mais parfois c'est vrai que la manière dont tu vas avancer les informations va t'aider à passer les filtres. Et, voilà. On passe du coup. Et juste là-dessus, ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce qui compte le plus, c'est pas le nombre d'années d'expérience. On peut avoir 10 fois une année d'expérience et avoir gardé un level assez faible. Donc, c'est vraiment les compétences que tu arrives à démontrer, que ce soit technique ou soft, qui vont faire la différence plus que le nombre d'années. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que sur un CV, pas besoin nécessairement de mettre alternance en très gros. Ce qu'il faut mettre en très gros, c'est voilà l'impact et ce qu'on a fait, les projets que j'ai réussi à livrer durant ces 3 années. Ensuite, votre profil LinkedIn, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand bien même vous avez envoyé un CV, le recruteur, il va toujours passer sur votre profil LinkedIn. Et donc, on le voit en particulier chez les profils techniques, puisqu'il n'y a pas cette habitude de se mettre en mode recherche. Avant, c'était gratos, ça tombait du ciel. Globalement, on voit que personne n'a développé des approches de forme qui permettent de montrer précisément, OK, bah, vous êtes fort là-dessus. Si quelqu'un vient sur votre LinkedIn, il voit exactement ce que vous avez fait. Post 2022, ce monde a disparu et il faut se vendre. Et donc, il faut que votre profil LinkedIn soit super bien calé, quoi. Pour ça, on avait fait un gros live avec Stan qui nous filait vraiment des conseils vachement précis avec des exemples pour avoir un LinkedIn de dev qui déboîte. Donc, n'hésitez pas à vous le mater si vous avez envie de refaire complètement votre LinkedIn. Sinon, je vous donne très brièvement les trucs qui comptent le plus. Déjà, ça va être d'avoir un titre clair et concis qui explique votre technophare si vous êtes dev. Exemple, dev front, ça suffit pas. Développeur full stack JavaScript, ça c'est nickel. C'est relativement concis, c'est clair. Et à partir de ça, les recruteurs vont même pouvoir vous trouver directement sur LinkedIn. Et c'est un peu le type de mots-clés qu'ils vont chercher quand ils cherchent, par exemple, voilà, dev, full stack, back ou front sur tel techno. Donc, si vous avez cette réponse-là en titre, déjà, c'est super. Ensuite, il faut une petite bio quand même, avec juste les points clés. Essayez de mettre de l'impact, pareil, ou ce sur quoi voilà, vous avez travaillé qui a le plus d'impact, avec un petit peu de contexte et de résultats dans vos expériences. Pas faire des expériences archi longues parce qu'on l'a vu, c'est comme le CV, les 40 secondes du CV, c'est un peu la même chose. Ça doit plus ou moins être 20 à 40 secondes aussi sur le LinkedIn, donc il faut que ce soit clair et concis. Moi, je trouve que donner des références, aller chercher des références de personnes qui s'expriment publiquement sur votre LinkedIn en disant j'ai kiffé bosser avec cette personne, elle a eu de l'impact, c'est vachement impactant. C'est assez rare, donc n'hésitez pas à le faire, en particulier si vous êtes junior. Et puis la photo, en vrai, c'est quand même le premier truc que les recruteurs regardent. Souvent, je dirais que dans 7 à 8 cas sur 10, en particulier chez les profils tech, la photo, elle est un peu bâclée. Alors que si vous faites une photo
Pro, ça veut pas dire costard, hein, ça veut juste dire il y a une bonne lumière, on vous voit bien de face, vous êtes souriant, une personne qu'on a envie de rencontrer, avec qui on ferait bien une visio pour un premier échange. On reste des humains et donc ça fait une grosse diff, hein, on va pas se mentir. C'est pas mesurable, mais personnellement, j'en suis convaincu et on l'observe. La première bonne impression sur un profil LinkedIn, parce qu'il y a une bonne photo, je vois directement avec le titre que cette personne, elle pratique le métier sur la techno que je recherche, c'est efficace. Et en dessous, j'ai quelques idées de quel impact il a eu dans ses précédents projets. C'est super et ça m'aide à comprendre et à avoir envie de rencontrer la personne pour aller plus loin. Peut-être que Mathieu, tu voulais rajouter des éléments là-dessus. Oui, quelques points, mais Mathias l'a dit, le profil LinkedIn à jour, aujourd'hui, c'est incontournable. Si vous n'avez pas, vous n'existez pas. Donc, le fait d'avoir ce profil, c'est ultra important pour vous. Et le fait d'avoir, comme pour le CV, des infos structurées d'une manière prévisible, ça aide beaucoup les recruteurs. Le fait qu'ils aillent sur LinkedIn, pourquoi? C'est qu'ils gagnent énormément de temps parce que les infos sont toujours au même endroit, ils sont habitués à les lire, à les trouver, et donc ils gagnent beaucoup de temps. Et quand vous faites gagner du temps aux recruteurs, forcément, ça aide votre candidature. C'est un point à pas négliger. Deuxième point, c'est sur les titres sur LinkedIn. Pour moi, un intitulé de profil, ça doit être court et clair. Il faut mieux éviter, alors on voit parfois l'inverse, mais les phrases à rallonge du type j'aide les entreprises à blablabla, blablabla, qui sont en général tronquées d'ailleurs. Certains les préconisent. Moi, je pense qu'il vaut mieux un titre très court, très impactant, type Dev Full Stack Senior ou Tech Lead, qui permet d'une part d'être identifié facilement et trouvé facilement avec les outils de recherche de LinkedIn, et d'autre part, de donner une idée assez claire d'entrée de jeu sur qui on est, ce qu'on fait. Et éviter aussi les titres qu'on utilisait par le passé, type JavaScript Guru ou Rockstar du code, ou des choses comme ça, qui envoient un peu un mauvais signal de nos jours, notamment sur le côté un petit peu divac qui peut être reproché parfois aux devs. Donc attention à ce biais-là. À propos de biais, il y avait aussi le côté la photo. La photo, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est important. On donne une impression globale, rien qu'avec la photo, et il faut en jouer. Il faut avoir une photo sympathique, agréable, souriante, professionnelle aussi. Si c'est vous en train de faire du surf, ça va marcher moins bien que si c'est vous dans une situation plus pro. Encore une fois, le côté mettre en avant ses résultats, pour ça, il y a la méthode STAR, qui est assez connue, où STAR, c'est situation, tâche, action et résultat. Donc, on dit le contexte dans lequel on s'inscrit, qu'est-ce qu'on a fait, quelle action a été menée et quels résultats ont été sortis. Donc, ça démontre notamment qu'on se soucie des résultats de nos actions, qu'on n'est pas là à faire du code, à faire des features, etc., juste pour avancer sans se soucier de qu'est-ce que ça donne derrière, est-ce que ça impacte positivement ou négativement le business et le product. Et le dernier conseil que j'aurais par rapport à ça, c'est de penser son parcours de carrière au global. Ça va un peu plus loin que juste se faire recruter. Mais en gros, si dans votre CV, il n'y a que des expériences très courtes de 6-9 mois, ça va faire peur. On va se dire qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne se passe pas bien à chaque fois, c'est dangereux. S'il y a des gros trous, ça peut être inquiétant aussi, même si ça peut s'expliquer dans certains cas. Et à l'inverse, si on a des expériences trop longues, type on a fait 8 ans dans la même boîte, ça peut faire peur à certains recruteurs en mode il n'a jamais connu autre chose, il manque de variété dans ses expériences. Donc voilà, il faut que vous pensiez aussi un petit peu cet aspect-là global de votre carrière. Yes, carrément. Je vois qu'il y a des questions, mais on va peut-être juste accélérer un tout petit peu et puis on essaiera de répondre à tout le monde à la fin. Du coup, on vous a promis les salaires. Alors, spécialement pour le live, on a rassemblé toutes nos fiches métiers avec des salaires, des informations géographiques, de techno, de compétences, sur tous les métiers qu'on a pu rassembler donc dans le cadre famille des métiers. Vous allez pouvoir les trouver là sur les fiches salaires. Du coup, on vous a fait un canevas spécifique. Je crois que Rayana a envoyé déjà le lien dans le chat. Concrètement, les salaires, ils continuent quand même d'augmenter en 2024. Donc, on est toujours sur une dynamique positive. Il y a un ralentissement par rapport à des années où il y avait des croissances assez dingues. Mais c'est quand même positif de voir que globalement, les salaires continuent de s'apprécier. Maintenant, dans le cadre de votre recherche, quand vous allez réfléchir à votre positionnement salaire pour un job, souvent, et on le voit vraiment, les personnes n'arrivent pas forcément préparées. C'est une question à laquelle on n'a pas réfléchi. On s'est préparé pour les entretiens, on s'est préparé pour comprendre les contextes business, etc. de la boîte, pour être percutant sur l'échange. En revanche, on a oublié de se dire, OK, mais s'il me pose la question du salaire, qu'est-ce que je dis?
Aujourd'hui, les salaires sont rarement indiqués sur les offres. Il faut savoir qu'en 2026, à partir de juin 2026 précisément en France, ce sera obligatoire d'indiquer une tranche de salaire. Donc, il y aura une transparence légale qui sera imposée en 2026. Mais d'ici là, les boîtes ne sont pas obligées de vous donner une fourchette. Et du coup, elles évitent de le faire assez régulièrement. Donc, ça veut dire que vous devez vous positionner. Et quand bien même vous avez une tranche une fourchette indiquée sur l'offre, il faut avoir votre propre positionnement salaire pour cette offre. Donc, comment s'y prendre de manière hyper analytique? Il n'y a pas de place pour l'improvisation là-dessus, justement. La première chose, c'est connaître les pratiques du marché sur votre métier. Donc, dans ma typologie d'entreprise, avec mon niveau d'expérience, sur mon métier, quelles sont les moyennes c'est ce qu'on a mis dans les fiches métiers, donc allez vous servir, j'espère qu'elles vous aideront. Donc voilà, typiquement l'étude salaire TPC, il y a plein d'autres études, même si on essaie de faire la meilleure en France. Ensuite, une fois que vous avez vu les moyennes, vous allez regarder dans l'entreprise en question, et pour ça, c'est génial, il y a Glassdoor. Glassdoor, ça vous donne dans une boîte les salaires des gens. Donc, trop bien. Après, vous allez me dire, il y a peut-être des petites boîtes sur lesquelles il n'y a pas la data pour Glassdoor. Dans tous les cas, regardez l'entreprise et regardez les concurrents. Donc, ça vous donnera une idée de l'univers concurrentiel, quelles sont les pratiques dans cette industrie spécifique en France sur cette typologie d'entreprise. Regardez bien combien sont payés les gens pour un rôle similaire. Parce qu'avec la pratique, les moyennes du marché, plus les pratiques spécifiquement à l'entreprise et son univers d'entreprise concurrentielle, vous allez un peu voir la dynamique qui se dessine. Et ensuite, vous allez confronter ça avec vous, votre intention, ce que vous aimeriez gagner, et vous allez pouvoir ajuster. Voilà, faut pas être à 10-20 cas d'écart par rapport à les pratiques de cette boîte et les pratiques du marché. Sinon, vous allez dans le mur. En revanche, si vous arrivez préparé au premier entretien, qu'on vous pose la question et vous argumentez votre fourchette en disant « J'ai vu que les pratiques du marché, c'était ça. Vous, votre boîte, j'ai pu observer que vous étiez à peu près sur cette dynamique-là et vos concurrents comme ça. Donc moi, il me paraît logique avec mon niveau d'expérience et de compétences de me positionner et de demander ça. En face, il n'y a pas de malaise. Vous êtes dans un truc argumenté, vous n'allez pas à vous sentir mal à l'aise ou quoi. Boum, vous poussez ça et c'est argumenté, c'est nickel. Versus ce qui se passe dans 90% des cas. Ah mince, j'ai pas réfléchi, c'est quoi votre budget à vous? Ok, on peut s'en reparler et tout. Et là, bon, déjà, la négo part mal. Donc, je vous recommande vraiment de suivre ces 3 steps et puis d'y aller confiant, quoi. Tu avais peut-être, toi, d'ailleurs, des recos là-dessus. Oui, je rejoins vachement ce que dit Mathias sur le sujet. Déjà, faut pas être timide sur la question. C'est un point à aborder rapidement pour éviter de faire perdre du temps à tout le monde si les attentes respectives ne collent pas. Pour moi, le screening call, c'est peut-être un petit peu tôt et c'est pas forcément le bon interlocuteur. Et on veut d'abord savoir s'il y a une potentielle collaboration possible sur les fondamentaux. Un bon moment, ce serait à la fin du premier call avec le hiring manager, une fois qu'on a un petit peu de contexte pour éventuellement ajuster ses prétentions et qu'on a pu démontrer aussi un petit peu de valeur sur notre profil. Dans tous les cas, c'est pas la peine d'aller trop loin dans le process sans avoir évoqué la fourchette de salaire. Si l'interlocuteur n'en parle pas, n'hésitez pas à le faire. C'est important. Des fois, on a vu des gens se retrouver en fin de process et se rendre compte qu'ils n'étaient pas du tout alignés sur les chiffres et qu'en fait, ça servait à rien d'avoir fait toutes ces étapes du process. Et à défaut d'autre chose, ça peut vous servir également à démontrer que vous êtes à l'aise sur les questions potentiellement épineuses. Et ça, d'un point de vue soft skills, c'est intéressant. Et il y a une autre question aussi sur le sujet, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais la question du salaire actuel, pour moi, n'a pas forcément sa place dans les discussions. Je suis complètement à l'aise pour éluder la question en mettant en avant le besoin d'adéquation entre les skills, les attentes et le budget, sans donner son salaire actuel. On peut se retrouver pour différentes raisons avec un salaire soit particulièrement bas ou même parfois particulièrement haut si l'entreprise a été spécialement généreuse. Bon, dans ce cas-là, c'est plus facile de le donner, mais voilà, c'est lié au contexte et ça ne doit pas forcément servir de référence pour le nouvel emploi. Et puis, c'est intéressant de se renseigner donc, sur les levées de fonds, la rentabilité de l'entreprise, savoir quelle marge de manœuvre on a sur le sujet, donc avoir un petit peu de billes pour ajuster ce qu'on pense valoir sur le marché et notamment par rapport à cette entreprise-là. Oui, c'est clair. Si jamais vous arrivez en disant ah mais aujourd'hui je gagne tant, direct vous êtes sur un mode pas orienté impact versus ok, les pratiques du marché c'est ça, mes compétences c'est ça, je sais ce que je peux apporter ça, donc je vous demande ça. Vraiment c'est le jour et la nuit en termes de direction pour votre négo salaire.
On passe à la suite, mais juste avant, du coup, je vous donne une dernière report de flasher ça. C'est hyper cool. Et by the way, on vous a mis là toutes les fiches dev, mais dedans, il y a aussi fiches product, fiches data, fiches design. Alors, on n'a pas pu faire tous les métiers, mais j'espère que vous y retrouverez. Je vois qu'Aurore, tu demandais effectivement, non, c'était Corinne, je crois, sur l'homogénéité des data. Effectivement, on a concassé, je sais plus comment on dit, rassembler toutes les data pour les data, mais je crois qu'on a une fiche data engineer, si je me trompe pas, justement dans ces fiches métiers. Et donc voilà, vous allez pouvoir vraiment vous positionner sur un niveau d'expérience, type d'entreprise. Donc j'espère que ça vous aidera. Et on passe du coup à la suite. Si jamais vous avez réussi toutes ces étapes, call screening, enfin, pardon, du screening justement, vous allez assez vite arriver sur, après les premiers échanges, sur le test technique. Et ça, on sait que ce soit d'ailleurs les devs ou les product managers, data, tout le monde déteste les tests. Sauf que la réalité, c'est que les recruteurs, eux, adorent les tests. Ils ont besoin de se rassurer sur vos compétences, sur vos hard skills. Et donc, dans presque 100% des process, vous aurez un test technique. Donc, il faut accepter cette étape qui, je sais, est super stressante et qui peut demander aussi pas mal de temps, très chronophage pour certaines boîtes. Donc, une seule solution dans ces cas-là, c'est de se préparer. On a ici mis pour vous déjà des tests techniques corrigés. Donc, si vous êtes dev, vous allez en avoir pour tous les niveaux de seniorité. Vous pouvez flasher ça et ça vous envoie vers un Notion où il y a vraiment les tests techniques, la correction du candidat et les attentes de la boîte. Donc, ça, trop cool comme ressource. Après, il y a une vidéo qu'on a fait, un live entretien, et on va en faire avec plein d'autres métiers. Donc, si vous voulez suivre notre chaîne YouTube, vous allez avoir accès à d'autres. Mais pour se préparer à un entretien technique en live, comment on fait? Boum, vous avez un exemple. Et enfin, les typologies de tests sur lesquelles vous pouvez potentiellement tomber. Ça, c'est pareil, ça vous renvoie vers un Notion. Et du coup, vous allez voir un petit peu à quelle sauce vous pouvez potentiellement être mangé. Néanmoins, ça sert à rien de se préparer sur toutes les typologies de tests. Une fois que vous avez votre test, voilà, vous pouvez aller voir un peu des exemples. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Mathieu. Des petits tips pour Oui. survivre. Déjà, moi, je suis plus modéré que toi sur le sujet, parce que pour moi, il y a plusieurs écoles. Il y a des devs qui adorent démontrer leurs skills sur un test technique, et c'est leur kiff, et c'est un jeu, et ils aiment ça. Il y a d'autres qui détestent et qui vont mettre fin direct au process s'ils voient qu'il y a un test technique dedans. Donc, il y a vraiment de tout. Moi, ce que je dirais, c'est que pour les rôles junior à senior, c'est assez légitime d'en faire un pour valider les compétences techniques, mais pour les postes plus capés, pas forcément. Le parcours est censé parler de lui-même, et les soft skills deviennent souvent plus importants que les hard. Et les hard sont censés être validés par le parcours et l'expérience de la personne. Donc voilà, après, on sait qu'il y a de tout, et chacun verra midi à sa porte. Si on doit faire un test technique, et c'est souvent le cas, mon conseil, ça serait d'éviter d'en faire trop. C'est bien de démontrer l'essentiel et de bien peaufiner le test sur différents aspects, mais c'est pas la peine d'y passer un temps dingue, d'une part. Et il faut aller à l'essentiel. Par exemple, si vous faites des tests unitaires, c'est bien de démontrer comment vous les faites, comment vous les pensez, etc. Mais c'est pas la peine d'écrire toute la suite et de gérer tous les use cases. C'est du temps perdu. Une fois qu'ils ont vu que vous saviez faire, ils n'ont pas besoin de décliner sur tous les sujets. Faut savoir aussi ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et en parler. Indiquer pourquoi on n'a pas été plus loin sur tel ou tel aspect. Par exemple, le code doit répondre au brief sans rentrer dans l'over-engineering. Et il vaut mieux une solution adaptée et simple qu'une solution trop complexe mais évolutive. Par contre, il faut bien présenter pourquoi on a fait ces choix-là. Qu'est-ce qu'on a pensé à faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on l'a fait? Et là, vous prenez beaucoup de valeur avec potentiellement moins de travail de dev à proprement parler. Ouais, de ouf. Il y en a qui demandent si les recruteurs utilisent pas mal Coding Game. Moi, j'en entends beaucoup parler et en même temps, dans les faits, avec les entreprises, j'en vois assez peu qui l'utilisent. Je sais pas si tu as la même réalisation de ton côté, Mathieu. Et je vois que... Ouais, Ouais, ça... il y a plein d'outils différents, effectivement, Coding Game en fait partie, mais il n'est pas si répandu que ça. Il y a d'autres outils du même genre, et il y a des dépôts Git, il y a vraiment, on voit de tout. On voit de tout jusqu'aux tests techniques sur tableau blanc sur lesquels il faut faire les tests unitaires. Vraiment, il y a de tout. Yes, de ouf. Et David qui relance salut David Mohamed, qui relance le sujet de ça sert à rien les tests techniques. Alors, il y a quand même, je trouve, là-dessus, je fais un micro aparté, mais sur les tests techniques, le truc sur lequel il y a le plus, je trouve, d'accord entre guillemets entre les parties, c'est le test de montre-moi un projet que tu as fait et on va dedans en live et tu me montres exactement, je te pose des questions et nous on milite pas mal pour ce mode-là où en fait tu passes une heure avec la personne, elle te montre son projet, tu vas dans le code,
vraiment, tu pousses assez loin les questions mais tu peux voir un vrai projet de la personne et comprendre comment est-ce qu'elle a fait la conception, quel choix technique elle a pris, etc. Et donc ça, on va faire en juin des lives justement là-dessus. On va vous montrer comment tester des devs Python en live simulation, quoi, vraiment avec un candidat et un recruteur qui joue le jeu. Comment est-ce qu'on fait ça pour différentes typologies de devs. Je passe à la suite parce que on a envie de tout vous partager et puis de garder du temps aussi un petit peu pour les questions. Et donc, qu'est-ce que les recruteurs attendent en 2024? Peut-être que je vais te laisser la présenter, Mathieu, sauf si tu veux que je la déroule, il me semble. On peut, oui. On peut, du coup, la question de qu'est-ce que les recruteurs attendent, d'une part, ils attendent de plus en plus, et clairement plus qu'il y a 2-3 ans, des profils opérationnels rapidement. Ça veut dire que malheureusement, ils n'attendent pas forcément des juniors, ils vont se positionner plus sur des gens confirmés ou seniors qui sont capables de délivrer de la valeur très rapidement. Donc ça veut dire pour vous qu'il faut, si vous êtes plus junior, qu'il faut vraiment créer de l'expérience là où vous pouvez, que ce soit dans les projets perso ou ailleurs, créer de l'expérience et démontrer qu'on est capable de délivrer rapidement et de penser les choses comme il faut pour apporter vite de la valeur. C'est ça le mot-clé, c'est vraiment apporter vite de la valeur. C'est pas forcément le nombre d'années d'expérience ou le nombre de projets réalisés, mais c'est être opérationnel très vite, donc être déjà monté en compétence sur les outils les plus utilisés. Typiquement, pour un dev front, aujourd'hui, aller se former sur React, qui est le framework le plus utilisé, c'est une bonne idée parce que ça permet d'être opérationnel assez vite pour un certain nombre d'offres d'emploi. Ce qui est demandé aussi pas mal, c'est une sensibilité au business et au produit. C'est un petit peu fini le temps où les devs prenaient les tickets, les codaient et les remettaient en donne dans Jira. Maintenant, on veut, dans beaucoup d'entreprises, des devs qui s'intéressent au business, aux produits, qui sont capables de challenger, de s'impliquer, de définir ensemble des solutions avec le pôle product et d'avancer de ce côté-là. Et pour ça, il faut que les devs soient rodés à penser en termes de produits, à chercher le contexte, à chercher des pain points, à poser les bonnes questions au hiring manager, à se demander comment ça se passe, qu'est-ce qui est prévu sur la roadmap à long terme, etc., pour s'inscrire dedans. Et voilà, et montrer qu'on a bien compris les enjeux. Vous gagnerez plus de points en posant les bonnes questions en entretien sur les problèmes qu'on essaye de résoudre que d'essayer de vous mettre trop en valeur sur à quel point vous êtes fort sur tel ou tel techno, sur tel ou tel outil. Le client est plus intéressé par ses propres besoins que par votre profil dans l'absolu. Et du coup, si vous lui parlez son langage, ses besoins, vous gagnez des points. Et il faut garder en tête aussi qu'on a une seule chance de faire une bonne impression, une bonne première impression en tout cas. Ça commence dès le début. Donc en arrivant dès le début du call, il faut être souriant, il faut être léger, il faut être à l'aise, ce qui n'est pas forcément facile quand on est en entretien, surtout si on a plusieurs personnes en face de soi. Et se soucier des besoins de l'interlocuteur, tâcher d'y répondre, pas oublier la politesse. Et un petit tips derrière qui rejoint un petit peu le côté motivation, je crois que ça marche bien en général quand après le premier call à Hiring Manager, on fait un petit mail pour récapituler qu'est-ce qu'on a compris des enjeux, des besoins, de comment on peut les adresser, qu'est-ce qu'on peut amener sur le sujet et déjà remercier aussi la personne pour son temps évidemment et montrer sa motivation à travers ce biais, à travers ce moyen. Ouais, de ouf. Hop. On est arrivé au bout. C'est cool. Il va nous rester quelques minutes pour les questions et je vois qu'il y en a beaucoup. Avant ça, on vous envoie juste quelques derniers cadeaux en particulier. Si vous êtes dev, alors je sais que vous êtes nombreux à être sur d'autres métiers, donc n'hésitez pas à aller sur notre site. Il y a plein de ressources supplémentaires. produitcrew.io. Si en revanche vous êtes dev, là on vous a préparé du coup un playbook où il y a vraiment toutes les étapes pour déchirer vos entretiens avec justement les différentes typologies de tests, les cas, des vidéos et énormément de choses. C'est une ressource super riche, donc n'hésitez pas à la voler. Il y a aussi un truc plus orienté métier, mais sur la qualité du code chez Backmarket, chez Mano Mano. Il y a 5 startups qui nous ont partagé toutes leurs techniques pour taffer la code quality. Si c'est un sujet sur lequel vous avez envie de monter en compétences, chopez-le. Et après, plus directement sur le sujet du talk, nous, on aide du coup nos membres, vous l'avez compris, à trouver un job. Du coup, si c'est votre cas, vous pouvez aller postuler pour qu'on vous aide dans votre recherche. Et enfin, je vous remets le QR code devenir membre. Si tout le reste, ou plutôt si vous avez envie d'accéder à toutes les ressources, pas seulement celles-ci. Par exemple, si vous êtes product data et que vous voulez accéder à nos 200 ressources, c'est simple, une fois que vous devenez membre,
vous recevez un lien, il y a absolument tout dedans. Donc ça, c'est relativement cool. C'est bon pour nous. On peut passer aux questions. Je sais pas si Orlan, tu veux nous faire le ping-pong. Ouais, je peux carrément. Il y avait déjà une remarque d'Augustin dans le chat sur la valeur ou l'impact que tu apportes qui se traduit pas forcément par des KPI. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. D'ajouter une dimension storytelling pour montrer l'impact qu'on a eu. Ah, mais 100%. Est-ce que c'est un designer qui a dit ça? À toi de jouer, Mathieu. Ça peut être- Ouais, je suis pas forcément en phase avec ça. Je pense que s'il y a un impact quelque part, il est visible, il est mesurable. Il est peut-être indirect, il est peut-être loin dans le temps. C'est peut-être pas facile de le traquer, mais si on a un impact, forcément, ça se voit quelque part dans les chiffres. Donc, faut trouver les chiffres. Effectivement, il y a un côté storytelling. On va essayer de mettre en valeur ce qu'on a fait. Mais en plus, ça va même plus loin que ça, parce que des fois, quand on fait des devs, on n'est pas sûr d'avoir de l'impact. Et le fait même d'aller chercher la valeur qu'on a apportée et les chiffres qui ont bougé, ça prouve que ce dev, il n'a pas été fait pour rien, il n'a pas été fait par hasard. Et il y a des entreprises qui développent de nouvelles features dans un certain but, mais qui vérifient jamais si le but a été atteint, s'ils ont contribué à ce but-là. Donc, c'est important aussi d'aller chercher ces chiffres et de trouver lesquels, même parfois avant de développer, on essaye d'imaginer quels chiffres ça devrait impacter et ensuite on suit les chiffres le mieux possible. D'ailleurs, c'est extraordinaire si vous dites genre j'ai travaillé sur ce sujet-là, on pensait impacter cet élément-là et finalement il y a eu un effet de bord on s'est complètement planté sur l'impact initial, mais en revanche on a eu des impacts inattendus et voilà ce que ça a modifié. Ça montre effectivement, comme tu dis Mathieu, cette euh, cette volonté de vraiment de comprendre les implications de son travail et de pas être dans une dimension exécutant, mais d'être dans une dimension vraiment impact business. C'est véritablement, je pense, le mot-clé de cette présentation. Si vous arrivez à faire transpirer votre capacité et votre envie de faire bouger l'impact dans la boîte, c'est ça qui va convaincre de vous recruter. Et notamment, du coup, suivre un maximum de chiffres, et ça va être dans le sens de tous nos amis data, j'ai vu qu'ils étaient nombreux. Suivre un maximum de chiffres, ça peut être vachement intéressant, parce que des fois, on développe quelque chose dans un certain but, et c'est pas du tout ça qui se produit, mais c'est intéressant quand même. C'est ce que j'appellerais l'effet post-it. Vous voulez inventer une colle, ils ont complètement raté sur le fait d'inventer une colle. Par contre, ils ont trouvé une nouvelle application pour ce qu'ils avaient réussi à faire, et ça a été un énorme succès. Donc, si on voit des chiffres qui bougent dans le bon sens, même si c'est pas ceux qui étaient prévus au début, il faut savoir aussi pivoter, en tirer parti. Mais d'ailleurs, du coup, ça fait une story. Parce que je vois qu'Augustin, il dit oui, qu'il était designer. Et effectivement, en particulier, c'est vrai, sur le DX et tout, où tu peux arriver à créer du storytelling autour de l'impact. Il faut quand même il faut qu'on comprenne tangiblement ce que ça a impacté. Mais si tu arrives à le storyteller, en particulier dans ton portfolio avec du contexte autour de tes wireframes, etc., évidemment que c'est hyper important. Et on voit bien qu'un portfolio de designer avec juste les wireframes, ça ne parle pas. En fait, on sait aussi qu'il y a des retours de brief, etc. Des fois, on n'a pas forcément eu la main sur les décisions du design. Donc, si storyteller cette partie-là, mais en amenant aussi l'impact, pas seulement le storytelling, c'est super important. Ça peut être vachement bien. Super. Alors, on a aussi une question de Efiareta, si je le prononce bien, qui demande quels sont les skills demandés pour un full stack senior. De bien maîtriser son langage. D'une part, il y a deux aspects, hein, comme toujours. Il y a le côté langage techno. Est-ce que tu maîtrises bien le langage, ses subtilités? Est-ce que tu es opérationnel rapidement, en deux mots? Et le côté soft skills. Donc, pour un senior, ça va vouloir dire savoir faire un petit peu du coaching, du mentoring. Parce que quand tu es senior, tu as besoin d'accompagner les plus juniors dans leur montée en compétences. Ça veut dire bien comprendre et être plus rodé qu'un junior ou confirmé aux besoins, aux vraies problématiques. Donc, s'impliquer plus côté product, c'est pas seulement côté dev, côté junior et confirmé, ça va être peut-être plus côté faiseur, même si on essaye de faire en sorte qu'il s'implique aussi. Côté senior, c'est mandatory de savoir s'impliquer dans le product et dans la montée en compétence de l'équipe. Super. Alors, on a aussi une question de Mohamed qui demande si en tant qu'étudiant en data IA et après avoir fait le bootcamp data science IA avec le wagon, est-ce qu'il est prêt à postuler sur des postes de data scientist junior? A priori, oui, c'est le but. Faut toujours compléter les bootcamps, c'est quand même super pour avoir une première montée en compétences, comprendre les fondamentaux, etc. Mais ça s'arrête pas là. Et de toute façon, d'une manière générale, quand on est, on va dire, développeur au sens large, c'est une formation qui s'arrête jamais. Il faut continuer à apprendre et à monter en compétences toute sa vie.
Totalement. Pour compléter, c'est ce qu'on vous apprend au wagon, c'est aussi à pas s'arrêter à la fin des 9 semaines de bootcamp. Il faut continuer, que ce soit en data ou en web. Euh, il faut continuer à se former en continu. Ouais, de fou. Et j'ajouterais aussi maintenant, vu que le marché est un peu plus équilibré, euh, faut aussi se démarquer en continuant à faire, en shippant des projets, quoi. Faut trouver des manières de mettre en pratique et donc d'avoir des projets sur lesquels vous avez des choses à dire. Euh, et, je sais que c'est dur, mais il y a toujours des moyens de trouver via de l'associatif, de l'open source, des expériences qui sont pas forcément purement professionnelles, mais qui vont vous permettre de montrer que vous avez fait l'extra mile. Et si vous faites ça, vous avez de la matière pour échanger dans les entretiens, vous avez de la matière pour remplir votre CV, vous avez, voilà, ça va au-delà du coup de la partie théorique et c'est vachement valorisé. Et ça va même au-delà de l'extra mile pour moi, parce que on n'apprend jamais autant qu'en faisant. C'est important d'avoir de la théorie, mais pour moi, les meilleurs devs que j'ai rencontrés, c'est des autodidactes qui sont vraiment, qui ont charbonné, qui sont confrontés à la réalité de terrain des choses et qui ont appris sur le tas. Et parfois, il manque une partie théorique, il faut avoir les deux. Mais en tout cas, la partie théorique seule ne suffit pas. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour bien comprendre quelque chose. Super. Alors après, on a Victor qui nous demande si après des études dans le secteur marketcom et après un bootcamp data, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il y a des demandes et des offres dans la data marketing? Alors, est-ce qu'il y a des offres dans la data marketing? Ah oui, je vois que tu as affiché la question MBA Marketing Com. Ok, très bien. Euh, bah, en fait, le bootcamp en data, ce qui peut t'aider, alors là, je te parle en tant que CMO, donc c'est un autre angle, mais plus sur la partie marketing. Euh, En fait, ce qui manque aux marketeurs beaucoup, c'est justement cette approche très analytique, très data-driven. En fait, tu as énormément de marketeurs aujourd'hui sur le marché qui trouvent pas d'emploi parce que ils sont très orientés output et pas outcome. On revient toujours à cette même notion d'impact business. Et donc, en fait, tu pourrais avoir intérêt effectivement à doubler d'une expérience plus tangible en data parce que ça renforcerait ton positionnement de marketeur qui prend des décisions business éclairées, data-driven. Si tu le fais dans ce cadre-là, c'est hyper intéressant. Après, tu peux aussi vouloir carrément passer sur de la data analyse, sur des métiers vraiment purement orientés data ou product data analyst, par exemple. On a dans la communauté des personnes qui sont assez brillantes là-dedans. Je pense à Tanguy Emmanuel de Dashlane, qui sont venus faire d'ailleurs des partages. Pareil, si ça t'intéresse, tu peux retrouver sur notre chaîne YouTube des sujets complets où en fait ils expliquent justement comment prendre des décisions business data driven et comment créer des modèles, des frameworks et des calculs là-dessus. Donc tout dépend un peu de la trajectoire et de comment est-ce que tu dessines tout ça. Mais à nouveau, je te recommanderais vraiment de doubler ça d'expérience, de projet et vraiment de mettre en pratique la théorie. C'est peut-être finalement le plus important dans ta direction. Si tu fais que de la théorie, tu arriveras sur le marché du travail avec des diplômes, mais pas d'expérience. Ce sera très handicapant par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience, quand bien même elle n'est pas purement professionnelle, quand bien même c'est pas déjà un CDI ou c'est pas une expérience en entreprise. Et un truc que j'aurais rajouté par rapport à ça, c'est que pour aller encore plus loin, il y a la théorie et il y a la pratique qui permet d'aller plus loin. Et pour aller encore plus loin, le fait d'apprendre aux autres quelque chose, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'on l'a vraiment bien compris. Souvent, quand on prépare un cours, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont encore un peu floues, où on n'est pas complètement sûr et tout. Et c'est là, entre autres, il y a le côté où on prépare, où on est obligé d'aller au fond du sujet pour préparer les réponses aux questions potentielles qu'on pourrait avoir. Et c'est là qu'on apprend le plus, c'est en transmettant aux autres également. Donc, il ne faut pas hésiter, si on a une opportunité, à faire ce genre de choses. Top. Alors ensuite, sur une question plutôt salaire, Aurore qui a 12 ans d'expérience en RH et qui souhaite se reconvertir en data analyse, est-ce que après le bootcamp, elle peut demander un salaire débutant ou est-ce que ses années d'expérience en RH peuvent justifier de demander un petit peu plus? Ça, c'est vraiment toujours la grande question dans les reconversions. Et en fait, l'enjeu, il est toujours le même, c'est de valoriser son expérience précédente pour connecter avec l'impact que cette maturité-là professionnelle va t'apporter par rapport à une personne qui sortirait sur le marché de l'emploi avec la même formation, mais n'a pas
Et en fait, c'est comment est-ce que tu arrives à connecter sur l'aspect, ton expérience en RH va apporter de la valeur dans ta capacité à délivrer sur un métier de data analyse. Comme ça, on pourrait se dire que les métiers sont assez éloignés. Et j'aurais du mal en une seconde à te répondre sur quel lien tu peux faire, mais il faut vraiment réfléchir à ça. Néanmoins, plus le métier va être technique, et plus effectivement tu vas devoir repartir d'un niveau junior. En l'occurrence, data analyst, ça dépend à quel point tu pousses, mais ça peut être un métier assez technique. Et donc, ça va pas mal peser dans la balance sur le niveau de seniorité ou juniorité qui va être poussé. Donc, creuse ton expérience RH et va peut-être rechercher un peu les éléments d'expérience qui vont apporter de la valeur dans ton rôle de data analyst et essaye de faire valoir ça pour élever un petit peu la perception de seniorité que tu proposes sur ton métier. Normalement, il y a toujours des choses pour moi qui peuvent s'ajouter quand on a une certaine expérience, même si c'est pas dans la même verticale. Notamment côté soft skills, on sait mieux travailler en équipe, on sait mieux naviguer la politique de la boîte. On a plein de choses comme ça qui sont intégrées, quel que soit le métier à travers lequel on les a acquises et qui pourront servir dans n'importe quel secteur d'activité ou n'importe quel métier, on va dire. Ok, super, merci pour votre réponse. On a aussi David qui pose une question qui dit que les entreprises cherchent surtout des gens opérationnels de suite, mais sont frileuses à engager des freelances. Est-ce que c'est pas contradictoire? Et comment infléchir la réflexion? Je cherche les opérationnels tout de suite, mais ouais, à freelance, engager des freelances, ok. C'est pas forcément ce que j'observe sur le marché actuellement. Je pense qu'au contraire, effectivement, les entreprises sont assez preneuses de. Après, ça va dépendre des entreprises. C'est-à-dire que si tu t'adresses à des grands comptes qui ont des process et tout, c'est dur de les faire sortir de leur process parce que voilà, ça demande des décisions internes et tout. Sur les petites boîtes, elles sont très preneuses justement de flexibilité. Après, tu peux te confronter à la peur du hiring manager qui se dit, bah attends, mais je prends cette personne en freelance, je vais la former et j'aimerais bien enfin, pour moi, c'est un poste qui va s'ancrer. L'investissement de formation, si la personne derrière, elle se sent pas chaude de rester longtemps. Donc, ça dépend un peu du contexte. Mais globalement, pour répondre sur la tendance du marché, les entreprises sont plutôt preneuses des lancements de flexibilité et du coup de commencer en freelance, quitte à faire du CDI ensuite. Alors, on a une question aussi de Jordan qui est dev full stack et qui a du mal à se spécialiser et à choisir l'intitulé du profil LinkedIn ou de son CV. Donc, il demande si c'est viable à long terme de ne pas se spécialiser, sachant qu'ils doivent être opérationnels rapidement. On parle beaucoup ces dernières années de profil T-shaped. Donc, en gros, c'est spécialiste et pas spécialiste à la fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avoir la forme d'un T. Donc, en largeur, on a beaucoup de compétences à faible expertise et on a une grande compétence sur laquelle on est très fort. Ça, c'est les profils de plus en plus recherchés. Donc, je dirais, c'est bien d'être touche à tout, mais à un moment donné, pour en tout cas des postes de développeurs, il vaut mieux être expert sur au moins une verticale. Ou on parle aussi de M-shape des fois pour plusieurs verticales. Mais si tu restes côté dev, il vaut mieux avoir une certaine expertise. Et plus tard dans le parcours carrière, ça sera peut-être moins important, avoir un petit peu plus le côté touche à tout, c'est parler à des intervenants de n'importe quel aspect, leur langage et les manager, ça va devenir plus important. Mais au début, voilà, encore une fois, l'expertise est un petit peu requise. Top. J'ai encore plein de questions pour vous, Mathieu et Mathias. Sabina est chargée de recrutement en ESN. Elle a un profil 2 ans d'expérience qui, selon elle, est niveau confirmé, mais qui ne peut pas passer chez ses clients, qui n'acceptent que des 4 ans d'expérience minimum. Comment est-ce que vous défendriez ce profil? C'est pas facile. Alors, nous, on milite pour donner leur chance aux juniors. Franchement, pour avoir pas mal recruté, j'ai eu des cas où, en gros, à un moment donné, je recrutais que des seniors très capés et j'ai eu pas mal de problèmes avec des gens très fermés, très ancrés dans leur position. Et finalement, c'était beaucoup plus dur de bosser avec eux qu'avec des juniors avec un gros potentiel sur lequel j'avais identifié une facilité à échanger et à monter en compétences. Et aujourd'hui, de plus en plus, je prône le fait de donner leur chance aux juniors ou aux profils avec moins d'expérience et en tout cas de mettre en avant le côté c'est facile de travailler ensemble,
et cette personne a du potentiel sous le capot, plutôt que recrutons un expert. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, je pense que c'est un travail qu'on doit faire côté entreprise aussi pour les aider à comprendre ça. Ouais, et encore une fois, si tu arrives à, à mettre en avant un level d'impact de malade, tu vois, que tu as eu sur un projet, en fait, le côté expérience il disparaît. On le voit par exemple, c'est très visible si tu regardes les freelances sur LinkedIn, qui du coup se vendent sur LinkedIn en postant, etc., et qui partagent leur niveau d'impact, tu vois. Quand bien même c'est des personnes qui sont actives depuis 1 an et demi, si la personne elle dit voilà j'ai explosé le CA de mes clients de 30%, etc. En fait, je pose même plus la question de savoir, attends, mais t'as combien d'années d'expérience? Genre, moi, je veux ça aussi, donc je vais te prendre en mission pour faire pareil. Et donc, si tu peux faire valoir justement l'impact que tu as pu avoir, que tu le mets suffisamment bien en avant, ou alors que demain, dans tes prochaines missions très prochaines, là, tu calcules bien le ROI que tu apportes et tu vas chercher un impact vachement fort qui colle avec cette seniorité que tu veux légitimement demander. En fait, là, tu élimines complètement de l'équation le ah, mais vous avez 2 ans d'XP de pas assez, etc. Machin. C'est OK. Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui apporte ce type d'impact ou quelqu'un juste qui apporte une expérience lambda, quoi. Et tu verras que ça fera la diff, je pense. Ouais, du coup, pour dire les choses autrement, ça serait aussi le côté savoir mieux communiquer sur son profil, plus que savoir mieux faire les choses. Et c'est une composante qu'au début, on a tendance à négliger. On veut monter en compétence, on veut apprendre, mais il faut aussi, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Et les deux sont aussi importants pour être recruté. Yes. Et du coup, je suis désolé, je vais devoir filer. Je ne sais pas il reste beaucoup de questions. Peut-être Mathieu, tu peux dire si tu as encore un petit peu de temps pour répondre aux éventuelles questions. Euh, mais merci en tout cas à vous et puis au plaisir. Merci Je vais beaucoup, devoir y aller Mathias. aussi malheureusement, mais en tout cas, c'était très intéressant. On a eu plein de super questions et vraiment, merci à tous d'avoir participé. Super. Bon, on va devoir arrêter les questions. Du coup, on est un petit peu en retard sur le timing. Vous recevrez de toute façon le replay par mail juste après. Et puis, on va essayer de vous envoyer le maximum d'infos dans le mail justement qui arrive après pour que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions. En tout cas, merci beaucoup Mathieu et Mathias pour ce talk. C'était vraiment super intéressant, plein de conseils. Donc, trop chouette. Merci beaucoup. Merci Merci pour à toi, Alan. l'organisation. Merci à la team Le Wagon. Ouais, ravi d'avoir pu participer. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a apporté les réponses que vous espériez. On l'espère en tout cas de notre côté. À très bientôt. Bonne journée. Super. Bonne journée à tout Merci le monde. beaucoup. À bientôt. Bonne journée.